Bonjour à toutes et à tous. Récemment, j'ai tourné une émission spéciale avec BFM Business, avec ma consoeur de BFM et plusieurs invités d'honneur, en présence également d'experts et d'entrepreneurs. Nous avons discuté en profondeur de la relation économique entre la Chine et la France. Je vous invite maintenant à regarder cette émission. Bonjour à tous et bienvenue sur ce hors-série BFM Business. Nous allons parler aujourd'hui de la croissance en Chine en 2023. Quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises? Avec moi à Pékin en duplex, la journaliste Ma Jiayin, qui est donc journaliste pour la chaîne CGTNF. Bonjour. Bonjour Alexia. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau à Beijing 3 invités. Christophe Loras, président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine, et vous êtes également directeur des opérations du groupe Accor en Chine. Bienvenue. Bonsoir. Et Caroline Pénard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Vous avez travaillé au sein de la Chambre de commerce pendant plus de 20 ans déjà. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Ouais. Et Wang Kun, sociologue, directeur du Centre de recherche sur les échanges humains sino-français. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Alors Alexia, qui est avec vous sur le plateau de BFM? Faites-nous savoir. Alors, avec moi sur le plateau de BFM Business à Paris, Monsieur Zhun Jiani, Executive Representative de Fosun en France. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, je vous laisse poser peut-être les premières questions, mais avant de poser les premières questions, Ma Jiayin, je souhaiterais d'abord qu'on puisse voir l'interview que nous avons fait à Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Quelle est votre histoire avec la Chine? Comment a-t-elle commencé? Il y a plus de 50 ans, en tant qu'étudiant, je suis allé en Chine. Puis ensuite, j'ai fait plusieurs voyages, dont un voyage politique très jeune avec les jeunes giscardiens. C'était en 1976. Et donc, sur plus de 50 ans, je suis un observateur de la Chine. J'y suis allé plus d'une centaine de fois avec des objets souvent différents de mes voyages, y compris des voyages de tourisme, de découverte de ce qu'est ce grand pays qu'on ne finit jamais par connaître. Et plus on y va, plus on cherche à comprendre, et plus il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Alors l'année prochaine marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Qu'est-ce que ces deux pays se sont apportés mutuellement? Le feu orange, ce sont les échanges économiques, où là, nous avons de belles performances, de belles entreprises qui réussissent en Chine. C'est le cas de L'Oréal, c'est le cas de Schneider, c'est le cas de Sanofi, c'est le cas de Michelin, c'est le cas de SEB. Beaucoup d'entreprises ont des performances en Chine. Mais notre balance commerciale est quand même déficitaire. Et donc, nous avons à améliorer les choses. Donc, on a à discuter, on a à se battre pour défendre nos intérêts français en Chine. Donc là, il y a du orange, c'est-à-dire un peu de combat. Et puis, la situation est plus verte sur le plan de la gouvernance mondiale, où, naturellement, on ne peut pas se passer de la Chine. 1,4 milliard d'habitants, la puissance économique qu'est celle de la Chine. Il est évident que pour la paix du monde, il faut associer la Chine, il faut travailler avec elle. C'est souvent difficile. Elle a une tradition de paix. Dans son histoire, elle n'a fait la guerre que quand elle a été attaquée par les Japonais ou par les Anglais, et quelquefois par nous-mêmes. Concernant les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'international, est-ce qu'elles peuvent encore envisager la Chine comme un marché potentiel? Bien sûr, c'est un immense marché, ça restera un immense marché. Vous savez, tous les pays ont des difficultés. Nous-mêmes, nous avons des difficultés. Les États-Unis ont des difficultés. Le Brésil a des difficultés. Mais au fond, les difficultés passent et les puissances économiques reviennent. Et donc, la puissance économique de la Chine, c'est la puissance d'1,4 milliard donc d'habitants, de consommateurs. Et puis, naturellement, c'est un pays qui a une classe moyenne qui se développe. Donc, le marché sera toujours important. Et les entreprises françaises s'y développent considérablement. Même pendant la crise Covid, on a eu de très bons résultats. Alors bien sûr, il y a toute notre industrie du luxe, mais il y a aussi beaucoup d'activités, par exemple dans les infrastructures. On fait des tunnels qui est très important en Chine, le tunnelier, donc par exemple avec Bouygues, par exemple les Galeries Lafayette dans le commerce ont des résultats aussi importants. Et donc je pense que des entreprises qui sont aujourd'hui en Chine ont encore un fort développement possible. Et donc il faut être prudent parce qu'il faut protéger nos technologies, il faut pas être naïf. Les Chinois défendent leurs intérêts.
Mais nous aussi, on a nos intérêts à défendre. Et donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut pouvoir coopérer. On a un bon exemple de coopération, c'est le Club Med. Le Club Med, où il y a des capitaux chinois, des technologies françaises, des conceptions du tourisme qu'il faut adapter pays par pays. Et au fond, cette alliance-là a donné d'assez bons résultats, y compris pendant la crise. Voilà, c'était Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Je vous laisse la parole, Jane. On voit que l'ambassadeur de Chine en France, Lu Xiaoye, a également souhaité s'exprimer pour cette occasion et nous allons l'écouter maintenant. Ces dernières années, la coopération économique et commerciale sino-française a résisté avec une grande résilience aux épreuves de la pandémie et de la morosité économique mondiale, et affiche toujours un élan de développement sain et soutenu, marqué par une croissance tant en quantité qu'en qualité. À cet égard, je peux vous citer plusieurs chiffres. Depuis 2 années consécutives, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la France dépasse 80 milliards de dollars américains et selon les statistiques françaises, il a même dépassé 100 milliards d'euros en 2022. Les investissements croisés ont également bien progressé. Plus de 2000 entreprises françaises investissent en Chine avec un stock de plus de 20 milliards de dollars américains, alors que plus de 300 entreprises chinoises investissent en France dans de plus en plus de nouveaux secteurs tels que les véhicules à énergie nouvelle et les batteries, y créant plus de 50 000 emplois. En 2021, la France est devenue le seul pays au monde à signer un accord avec la Chine sur le zonage vis-à-vis de la peste porcine africaine. En outre, depuis l'entrée en vigueur de l'accord Chine-Europe sur les indications géographiques, la France est le pays européen le mieux représenté dans la liste élargie de reconnaissance mutuelle. Dans son rapport au 20e congrès du Parti communiste chinois, le président Xi Jinping a souligné sans équivoque l'impératif de poursuivre l'ouverture de haut niveau et en particulier d'élargir solidement l'ouverture institutionnelle en termes de règles, de règlements, de gestion et de normes. La porte de la Chine s'ouvrira encore davantage. Dans le rapport d'activité du gouvernement de cette année, nous avons fixé l'objectif de 5% de croissance dans l'année. Et les grandes institutions internationales prévoient une croissance encore plus forte. Nous entendons travailler avec la France pour élargir le commerce et les investissements dans les deux sens, renforcer la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement et défendre les règles du marché et le principe de la concurrence loyale. Nous espérons aussi que la partie française tiendra ses engagements et assurera effectivement aux entreprises chinoises un environnement d'affaires équitable, transparent et non discriminatoire. Ces dernières années, la situation internationale et les relations sino-françaises ont considérablement évolué, mais le caractère mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant de la coopération sino-française n'a jamais changé. Nous sommes prêts à saisir l'occasion offerte par la visite du président Emmanuel Macron en Chine pour concrétiser les consensus importants dégagés par les deux chefs d'État pour progresser sans cesse la coopération dans le nucléaire civil, l'aéronautique, l'agroalimentaire et explorer activement le potentiel de coopération dans l'énergie verte et l'innovation scientifique et technologique. Avec la reprise générale de la mobilité humaine, des échanges et coopérations entre nos deux pays dans l'ère post-Covid-19, la coopération pragmatique bilatérale portera certainement des fruits plus abondants. L'année prochaine marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Le chiffre 60 porte une signification particulière dans la culture chinoise, représentant à la fois
la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre. Nous espérons profiter de cette occasion cruciale pour organiser l'année Chine-France du tourisme culturel et lancer conjointement une série d'activités commémoratives dans ce cadre, afin de renforcer les échanges humains et culturels qui constituent des bases sociales de l'amitié entre nos deux pays. Alors maintenant, avec les deux interventions, on a déjà une idée sur les échanges économiques entre la Chine et la France. Et je vais maintenant entamer notre discussion et je vais tourner d'abord vers Christophe Loras. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Alors, pouvez-vous nous faire un état de lieu de la présence des entreprises françaises en Chine ? Oui, merci, bonsoir. Jean-Pierre Raffarin en parlait, la présence des entreprises françaises, déjà, elle est très conséquente en Chine et depuis longtemps. On estime à peu près à 2200, 2300 le nombre des entreprises françaises qui sont établies en Chine. Et de toutes les tailles. Donc là, ce sont des start-up, des petites entreprises, des ETI, les multinationales, évidemment. Et si on regarde la répartition géographique, à peu près 50% de ces entreprises sont dans le Grand Est, donc dans Shanghai et le Grand Est. 30% sont plutôt dans le Grand Nord, donc c'est Pékin et la partie Grand Nord de la Chine. Et puis les 20% restants sont dans le Sud, notamment dans le Delta des Perles, et également dans le Sud-Ouest. Jean-Pierre Raffarin en parle également, la répartition sectorielle de ces entreprises est très diverse et ce n'est pas une surprise parce que les entreprises françaises depuis longtemps sont leaders dans absolument tous les secteurs de l'industrie et des services et donc c'est un petit peu une reproduction de ce modèle-là qu'on voit ici en Chine et donc nous sommes très présents, il le disait, sur l'agroalimentaire, sur le luxe, sur la tech, dans l'aéronautique, dans l'industrie et puis toutes nos multinationales, ou presque toutes nos multinationales, sont implantées avec succès depuis très longtemps, depuis des décennies en Chine. Et puis nous avons également une présence très forte sur les services ici en Chine. Alors un grand nombre de toutes ces entreprises françaises sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine, ce qui leur permet d'avoir une plateforme de contenu, de soutien, de croissance, ce qui est très important, on le sait surtout dans la Chine moderne, qui, nous le savons, est devenue un environnement extrêmement compétitif. Et d'ailleurs, j'entendais la question de votre journaliste, à Jean-Pierre Raffarin, sur les futures opportunités des entreprises françaises qui veulent rentrer en Chine. La Chambre de commerce, nous sommes là pour les accueillir, justement pour les aider à mettre le pied à l'étrier, pour les guider dans cette prospection et pour rentrer dans le marché. Et on voit depuis la levée des restrictions que les missions de prospection recommencent. Alors vous me posiez la question sur la situation actuelle des entreprises françaises en Chine et cette question tombe très bien parce que notre Chambre de commerce vient de publier une enquête auprès des entreprises françaises en Chine sur le climat des affaires, sur leur ressenti sur ce premier trimestre. Et donc les résultats qui ont été publiés sont plutôt bons. On assiste à un retour d'un optimisme mesuré. Alors il reste encore des tas de points d'interrogation, de questionnement de la part des entrepreneurs, mais globalement on peut dire que le moral est bon. Et j'en veux pour preuve la question que nous avons posée, notamment sur les velléités de développement, de croissance de ces entreprises. Et lorsque l'on pose la question « Avez-vous l'intention de vous développer, d'investir en Chine sur les 3 prochaines années ?» Eh bien, ce sont 47% de ces entreprises qui nous disent oui. Et pour mémoire, l'année dernière, en octobre, ce n'était que 23% qui nous répondaient oui. Donc, voilà, clairement, un retour de l'optimisme. Et je pense que, bien qu'il soit modéré, cet optimisme, je pense, va rester et va être la tendance sur l'année. Alexia, je vous donne la parole. Implanté en France depuis de nombreuses années maintenant. Quelle est votre perception de l'environnement sur les investissements qui se font ici en France ? Du point de vue d'une société implantée en France, nous avons constaté que la France, depuis ces dernières années, la France est un pays de l'Union européenne qui reçoit plus les investissements étrangers, grâce à un marché très ouvert, un système juridique rigoureux et aussi une infrastructure très promettant que nous pensons que les investisseurs étrangers sont beaucoup rassurés
et beaucoup encouragé. Au groupe Fosun, où je travaille, nous sommes une entreprise chinoise avec l'industrie domestique de consommation, tournée donc à l'innovation. Nous avons investi depuis 2010, à partir donc de la coopération avec Club Med, nous avons investi jusqu'à maintenant 3 milliards d'euros en France avec 6 000 salariés locaux français. Et nous profitons bien de la politique favorable des investisseurs étrangers ici en France. Alors nos métiers et nos activités correspondent bien donc, aux industries avantageuses françaises. Ça veut dire nous avons investi dans les domaines de la médecine, de la mode, du tourisme, etc. Nous pensons qu'à travers nos efforts de nos confrères ici français, nous avons fait un peu de contribution à l'économie française, mais également nous sommes très optimistes pour la coopération sino-française et nous voulons bien de continuer ce sens-là pour les échanges entre la France et la Chine. Merci beaucoup, Monsieur Chun. C'est à vous, Jane. Alors là, on a parlé un peu de l'investissement français en Chine et l'investissement chinois en France. Et je voudrais continuer avec vous, Caroline, parce que vous avez travaillé vraiment quotidiennement avec les entrepreneurs chinois et français pendant plus de 20 ans. Là. Donc, à cette occasion assez spéciale, quels sont les éléments que vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs, notamment ceux qui n'ont jamais mis leur pied sur la Chine, pour mieux comprendre ce qui se passe en Chine? Merci pour votre question, Jain. J'ai en effet eu la chance d'être un témoin privilégié du formidable développement économique de la Chine et de travailler au sein de la CCI France-Chine qui a tout juste 30 ans d'existence. Donc en 20 ans, la Chine, en effet, s'est métamorphosée et a répondu efficacement aux défis auxquels elle était confrontée. Depuis son entrée à l'OMC, la Chine s'est ouverte et elle s'est pleinement intégrée sur la scène économique internationale. Dans le même temps, nous avons assisté au développement et à l'expansion des entreprises françaises. Et comme Christophe le disait, aujourd'hui, nous avons en Chine plus de 2000 filiales françaises. Et les plans quinquennaux en Chine permettent à ces entreprises de se projeter et leur apportent une certaine stabilité et visibilité. Bien sûr, hormis la période que nous venons de vivre avec le Covid. Cette évolution fut également remarquable dans le domaine de l'éducation et les entreprises françaises peuvent compter sur une main-d'œuvre extrêmement bien formée et talentueuse. Donc tous ces facteurs ont été des catalyseurs essentiels de cette profonde transformation de la Chine. Par ailleurs, avec la croissance économique, l'accroissement de la classe moyenne, la Chine est passée de l'usine du monde au plus grand marché du monde. Ce qui explique d'ailleurs que nos entreprises françaises sont en Chine pour le marché chinois, en Chine pour la Chine. Certaines d'entre elles y ont aussi leur centre R&D qui opère d'ailleurs pour toute la Chine. Et donc aujourd'hui, la Chine permet à nos entreprises françaises de réaliser des partenariats complémentaires et stratégiques autour de la technologie, de l'innovation, et ce sont vraiment des opportunités pour nos entreprises françaises. Donc pour conclure, la Chine demeure une destination incontournable pour les entreprises françaises. Bien sûr, celles-ci doivent s'appuyer sur des professionnels sur place afin de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir. Ce n'est pas un marché facile. Il y a bien sûr la distance, la barrière de la langue, la barrière culturelle. Le cadre juridique, bien sûr, s'y est grandement amélioré, mais il reste pour autant des contraintes en matière d'accès au marché. Donc c'est pourquoi la CCI France-Chine, Business France et tous les acteurs de la Team France travaillent main dans la main pour accompagner ces entreprises françaises en Chine. Merci Caroline. Je pense Alexia, je vous laisse continuer à approfondir un peu sur cet aspect culturel. Oui. Exactement, merci. Alors ma question s'adresse à Monsieur Kuhn. Pour rappel, vous êtes directeur du centre de recherche sur les échanges humains sino-français. Ma question est tout simplement, quelles sont les perspectives économiques pour vous, notamment à l'arrivée du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine ?
Oui, merci Alexia pour cette question. Je pense que, vu de moi, parce que quand on parle des échanges humains, on parle de beaucoup de domaines. C'est une plateforme très large d'échanges et de communication entre la France et la Chine. On pense à l'éducation, à la coopération dans sciences et technologies, la santé, les échanges culturels et même sportifs. Les entraîneurs chinois se font former en France, etc. Donc il y a beaucoup de choses à se faire ensemble. Donc du coup, cela crée une dynamique des échanges humains et ensuite s'enchaînent les échanges économiques sur ce sujet. Donc je suis tout à fait optimiste. Déjà, de mon côté, quand je travaille à l'université, je vois que les étudiants se préparent pour partir pour la France en automne. Il y a beaucoup de demandes de notre part d'aller en France. Je suppose qu'il y a maintenant de plus en plus d'étudiants français qui veulent venir en Chine pour apprendre le chinois, pour mieux connaître le marché chinois et d'entreprendre ici sur le marché chinois. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités et il y a également les débats, discussions sur les thèmes humains qui touchent par exemple la jeunesse, les femmes, le tourisme et la coopération décentralisée, etc. Donc je pense que maintenant la dynamique est revenue non seulement sur le marché chinois mais également du côté de la France. Il y a aussi cette demande de renouer ce lien qui était déjà existante. Bien avant le Covid, on avait beaucoup de projets d'échange. Donc, même pendant la Covid, vous avez le seul accord du niveau ministériel dans le secteur de l'éducation qui a été signé, c'était avec la France, c'était avec le ministère de l'Agriculture pour la formation des professionnels de l'agriculture chinois, donc qui était très intéressant. Cela prouve que notre coopération passe au-delà du sens ordinaire pour aller dans les domaines plus profonds. Merci beaucoup, Monsieur Kuhn. Alors, j'ai une question pour Monsieur Zhu qui est sur le plateau de BFM, très simple aussi, très brièvement, Monsieur Zhu. En fait, je sais que vous collaborez beaucoup avec des Français dans votre équipe en France. Comment gérez-vous cette équipe? Comment faites-vous cette gestion dans un environnement culturel complètement différent? Alors, je veux dire que Fosun est une entreprise enracinée en Chine, mais nous avons mené une longue histoire dans d'autres mers, dans les pays étrangers, pour nos opérations des activités, y compris notamment la France. Je veux dire, ici en France, nous avons appliqué une série de systèmes de partenaires globaux au sein de Fosun, parmi lesquels, ici, Henri Giscard d'Estaing et président de Club-Med, comme mentionné par M. Raffarin, il est numéro 1 pour les entreprises de Fosun, ici en France, mais il a également occupé une place très importante dans la direction du groupe Fosun. Pour les équipes, je voudrais citer deux exemples. Un, toujours comme Club-Med. Club-Med est déjà une entreprise multiculturelle. On dit souvent ici au Club-Med, c'est de montrer la différence et accepter les différences des autres. Prenez le bonheur et donnez le bonheur. Ça, c'est le souhait de la part de Club-Med. Alors, un autre exemple, c'est que nous avons un distributeur qui se situe à Toulouse, Trident Pharma, qui transporte nos propres produits d'artésunate, antipaludisme, le médicament, en Afrique. Et nous avons sauvé déjà 56 millions de patients assez graves de paludisme. Et notamment parmi eux, ce sont des enfants africains. Alors, je viens d'avoir une réunion à Toulouse avec mes collègues là-bas et nous sommes de différents pays d'Europe, de France, de Chine, d'Afrique, mais on travaille comme ça. Pour citer ces deux exemples, je veux dire c'est que pour la valeur de culture de Fosun, c'est d'abord de la culture de soi-même et également harmonie familiale, et aussi une croissance, un développement de carrière. Mais finalement, il faut aider du monde.
Alors, je voudrais profiter également de cette occasion de voir, c'est que pour nous, une équipe multiculturelle, pour nous, c'est une très bonne ressource, mais aussi une très bonne capacité de notre groupe. Merci. Merci beaucoup. On va faire un très rapide tour de table pour connaître un petit peu quels sont vos éléments coup de cœur, vos innovations que vous souhaitez nous partager aujourd'hui dans ce hors-série. Je vous laisse déjà répondre, Monsieur Kuhn, quelles sont peut-être les innovations ou un produit ou un service en particulier de technologique, pourquoi pas, à nous partager aujourd'hui. Je pense que ce qui me touche le plus en ce moment, c'est la possibilité de voyager en France, partagée par beaucoup de familles chinoises aujourd'hui, parce que la classe moyenne s'agrandit et il y a de plus en plus de possibilités de voyager, même sans besoin d'être intégré dans un groupe de voyage. Et maintenant, il y a de plus en plus d'individus qui profitent de ce développement de la Chine. On dit à la modernisation à la chinoise. Ça veut dire une classe moyenne de plus en plus grande qui voyage et la possibilité d'aller en France, créer le bonheur chez les Chinois, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et Christophe? Alors moi, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un point central de la stratégie des entreprises en France. En Chine, les entreprises françaises en Chine, c'est les immenses opportunités de partenariat qui existent entre la France et la Chine sur tous les sujets des défis environnementaux et notamment sur le développement durable. C'est un énorme sujet pour nous à la Chambre, et je pense que Caroline va en parler également. C'est un point central parce que déjà la Chine a fixé des objectifs très clairs et puis deuxièmement parce que pour faire une transition énergétique, un développement durable pérenne, il faut plusieurs qualités, il faut des process testés qui soient solides. Il faut de la technologie de pointe et puis il faut un état d'esprit progressiste, tourné vers l'avenir, qui oublie un petit peu les mauvaises habitudes du passé. Et dans ces trois domaines, sur ces 3 points, les entreprises françaises sont extrêmement qualifiées. Elles ont énormément de valeur ajoutée. Donc j'y vois une grande chance pour nos entreprises et une grande chance aussi pour le développement de la société chinoise. Très brièvement, Caroline, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est complémentaire, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur parce que c'est l'avenir des générations futures qui en découle. Il s'agit de la décarbonation. Si nous voulons atteindre la neutralité carbone et relever les enjeux environnementaux, il faut absolument travailler ensemble. Ce n'est pas une question nationale, mais bien une question internationale. Il y a d'ailleurs de nombreux exemples concrets de partenariats entre les entreprises françaises et les entreprises chinoises. Donc ces partenariats peuvent aider à la transition, accompagner la transition énergétique. Alexia, Oui, pour le mot de la fin, Monsieur Zun, votre coup de cœur à vous. Oui, en fait, notre groupe, donc en tant qu'une société à la fois chinoise, à la fois française, nous sommes en train de promouvoir nos produits avec esthétique orientale, comme Liger chinois Shede, comme nos produits donc de Chongguangmiao à Shanghai, et puis donc une exposition des lanternes, donc festival. Nous espérons une intégration avec nos marques françaises, plein de gènes françaises, comme Lanvin, comme Colomed, comme Saint-Hubert. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. C'est la fin de ce hors-série. Je vous remercie d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci également à toute l'équipe et à la journaliste Mai Jain. Merci à vous.